Bonjour, je m'appelle Mohamed Ajoulour Rahmouni et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite action qu'on peut tous faire et qui va permettre à nos jeunes d'avoir un avenir meilleur. Beau projet, non? Vous savez, on a souvent des rencontres avec des jeunes et des fois on se dit, lui ou elle est capable de tellement de choses si seulement il arrivait à trouver sa voie. Levez vos mains ceux d'entre vous qui pensent à quelqu'un en particulier en ce moment. Eh bien, c'est tout pour moi. Ma conférence est terminée. Merci Bordeaux. Non, 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 non. Ce défi-là, ça fait trop longtemps qu'il existe et je vous propose qu'on chemine ensemble jusqu'à sa source. Alors, j'ai fondé et je dirige depuis une dizaine d'années une organisation qui innove socialement pour permettre le développement du pouvoir d'agir des jeunes dans différents départements de France. Mais j'interviens également au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Et j'entame une thèse sur les clés d'organisation de l'écosystème pour permettre un meilleur développement du pouvoir d'agir, notamment auprès des jeunes des milieux populaires et des zones rurales. Et pourtant, pour préparer cette conférence, je me suis retrouvé devant le syndrome de la page blanche. Et un jour, en rentrant chez moi sur mon scooter de papy, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Que se passerait-il si j'avais un accident fatal? S'il y avait un tout petit truc que j'aimerais bien partager avec les gens sur ma petite expérience de vie, qu'est-ce que ce serait? Et puis, quelque part, qui suis-je pour partager avec les gens? Qui es-tu? C'est une grande question que je pose souvent aux gens que je rencontre, qui déroutent, qui ne marchent pas du tout pour draguer en soirée, et ça je peux vous l'assurer, mais qui posent les piliers d'une relation durable. Mais cette question, j'avais jamais pris le temps de l'analyser, et je pense que ça va être l'étincelle et la lanterne qui va illuminer notre chemin ce soir jusqu'à notre destination. Alors, qui suis-je? C'est avant tout une question philosophique. Vous savez, Descartes dira que je suis un ego qui pense. Kant, lui, dira que je suis un flux transcendantal. Et Nietzsche va assurer que je suis une évolution et organisation du chaos. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu? Bon, ils se sont tous un peu cassés les dents sur cette question. Et moi, j'ai envie de l'amener avec un regard un peu différent, avec un regard un peu plus pratique. Comment est-ce que je me construis? Par l'apprentissage d'abord. Mais comment est-ce qu'on apprend? On va prendre un exemple. Euh, vous rentrez chez vous, c'est le soir, vous êtes dans votre salon, et vous vous dites, euh, meilleur moment pour faire ma séance de sport. Donc vous commencez, il y a votre enfant qui est quelque part par ici, et vous commencez à faire des gestes, comme ça par exemple. Et vous voyez que votre enfant, il vous regarde, il se rapproche, et il vous imite. Il fait exactement comme vous. Vous rigolez, vous l'encouragez, il intègre que c'est la bonne chose à faire. Et puis tout d'un coup, eh ben, vous changez de geste, vous faites comme ça, par exemple. Et là, il s'arrête, il écarquille les yeux, il essaye de tenter des choses, mais il n'y arrive pas, ça vous fait rire, vous vous rapprochez de lui, vous lui montrez exactement comment faire, et il refait, et cette fois, il y arrive. Et donc, c'est ce qu'on appelle le processus mondial de l'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que plus nous sommes confrontés à des expériences, plus nous apprenons. Mais sommes-nous uniquement la somme de nos apprentissages? Alors, dès notre préadolescence, commence la construction d'une identité personnelle, qui est une sorte de sentiment de comparaison entre qui j'ai été dans le passé et qui j'ai envie de devenir par la suite. Mais comment évolue ce sentiment-là, cette identité personnelle? Elle évolue selon deux paramètres, l'exploration et l'engagement. On va prendre un exemple. L'identité professionnelle, l'orientation, plus communément connue. Supposons que je suis en troisième. Je n'ai jamais testé de métier de ma vie, donc je n'ai jamais exploré. Et puis, j'ai peur de m'engager parce que je ne sais pas nécessairement où je vais.
Donc on parle d'identité diffuse. Cette fois-ci, supposons que, pareil, je suis toujours en troisième, mon père est plaquiste. J'ai jamais testé de métier de ma vie, mais au moment de faire un choix, eh ben, je choisis de faire exactement comme mon père. On va parler d'identité héritée. Supposons cette fois-ci que j'ai mon bac général. Je décide de faire du droit. J'en fais pendant 2 mois et j'arrête. Puis je me dis, lettres, ça peut être pas mal. J'en fais pendant un moment, puis j'arrête. Puis je me dis, bon, bah, on va tester la restauration. Donc j'en fais pendant quelques temps et puis j'arrête. Et en fait, on est dans une position où on explore toujours, mais on s'engage jamais. Et là, on va parler d'identité moratoire. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dans la neuroscience, on va appeler la danse des réseaux cérébraux. C'est le fait d'osciller régulièrement entre exploration et engagement qui va nous amener vers une identité achevée. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le plus, c'est toujours un choix personnel, mais largement poussé par des rencontres et des expériences. Est-ce que ça s'arrête là, la construction de moi-même? Non. Il y a aussi des envies, il y a aussi une motivation qui va permettre de garder mon énergie pour arriver à mes objectifs. Et alors, comment elle marche, cette motivation? La motivation, c'est d'abord un besoin, puis des renforcements, des encouragements, autrement dit. Et elle va dépendre de 2 choses principales. La première, c'est l'auto-efficacité perçue. Comment est-ce que je me sens en capacité et en confiance par rapport aux choses que je vais réaliser? Et la deuxième, c'est l'autodétermination par rapport à quelque chose que je vais faire à un moment T. À quel point est-ce que c'est moi qui ai décidé de le faire? Puis pareil, on va prendre des exemples. On me force à faire des maths et je pense que je suis très très nul en maths, vraiment. On va parler d'amotivation. Et je vous le dis, personne n'est nul en maths. Supposons cette fois-ci qu'on me force à faire du foot. Et je pense que je suis le meilleur du monde en foot. On va se retrouver très rapidement dans une posture de rébellion, donc de quelqu'un qui pense être le meilleur, meilleur que les autres. Supposons cette fois-ci qu'on me dit Mohamed, fais ce que tu veux, mais que peu importe ce que je fasse, j'ai tellement une mauvaise image de moi que je me sens pas bon dedans. On va se retrouver dans une posture de fuite et d'abandon. Supposons cette fois-ci qu'on m'invite très gentiment à faire de la danse. Et je pense que je suis un bon danseur, plutôt pas mal. C'est là où on va se retrouver dans une position de motivation extrinsèque. C'est là où ça va être intéressant d'amener des encouragements pour maintenir cette énergie et le fait que je puisse atteindre mes objectifs. Et donc, encouragement, vous savez, carotte, bâton, etc. Et puis le Saint Graal, c'est que, par exemple, je suis passionné de menuiserie et je décide d'en faire mon métier. Je décide de faire ça dans ma vie, ou ma passion, ou mon passe-temps. Et donc là, on va se retrouver dans une position de motivation intrinsèque. C'est un peu le Saint Graal. C'est ce qu'on recherche tous. Ce qui est intéressant dans ces 3 processus, c'est que c'est tout le temps une décision personnelle, mais largement nourrie par les rencontres et par les expériences de vie. Une fois qu'on a vu ces 3 processus, donc d'apprentissage, de construction de l'identité, de la motivation, on a une image un peu plus claire de qui nous sommes. Mais pensez-vous que cette construction est la même pour tous? La réponse, je vais vous la raconter dans 3 histoires, 3 jeunes, 3 mondes différents. On va commencer par Léa. Tiens, Léa grandit dans le quartier Saint-Genès, donc quartier plutôt bourgeois. Son papa travaille dans le commerce international. Sa maman est journaliste. Elle est invitée régulièrement aux anniversaires, aux rencontres avec les amis de ses parents. Elle va à l'école Saint-Genès, comme une grande partie des jeunes qui habitent au quartier. Elle est bonne à l'école, mais pas excellente. Selon vous, elle fait son stage de 3e où? Elle le fait au cabinet d'architecture de sa tante. Classique.
Voilà. Elle voyage tous les ans avec ses parents. Ils vont découvrir une contrée différente du monde. Euh, Elle arrive au bac. Elle commence des études en droit, par exemple. Et au bout de quelques temps, elle se rend compte que ça ne lui plaît pas. Donc, crise existentielle. Qui suis-je? Euh, Perdu pour perdu, elle part en voyage sabbatique pendant quelques temps. Et puis, au retour, elle décide d'entreprendre des études en communication. Et elle fait son chemin. Deuxième exemple, Ibrahima, quartier des Aubiers, quartier très populaire. Son papa est agent de sécurité, sa maman est puéricultrice, euh, école, collège, lycée dans le quartier. Il joue au foot, il va au centre social jusqu'à ses 12 ans parce que après, les amis vont se moquer de lui. Tu as plus de 12 ans, tu vas au centre social. Ça marche pas. Euh, Sort beaucoup avec ses amis, voyage au bled avec ses parents une fois tous les 2-3 ans. Selon vous, stage de troisième, chez qui? Il n'en fait pas, parce que c'est une réalité, il n'a pas le réseau, et donc il n'en trouve pas. Après son bac, il entame des études, un BTS en vente, et puis au bout d'un moment, ça ne lui plaît pas trop, il arrête. Il rejoint un cursus à la fac de lettres, et puis pareil, ça ne lui plaît pas, il arrête. Fait de l'intérim, parce qu'il faut bien avoir de l'argent, pendant 2 ans, et puis après, chauffeur VTC, et il fait son chemin. On va prendre un troisième exemple. Kevin, Montpont-Ménestérol, milieu très rural. Son papa est agriculteur, sa maman est coiffeuse. École, collège dans le village, lycée à 35 km, parce que il n'y en a pas à côté. Pas de centre social, pas de centre d'animation, parce que c'est le rural. Passionné de moto, voilà. Au bac, quand il rate son bac, et puis il décroche. Il va être suivi pendant 6 mois par une structure d'insertion. Il fait de l'agriculture, il fait des vendanges, et puis il arrête. Période de dépression de 2 ans. Et puis un jour, il découvre la maintenance informatique, il fait une formation là-dedans, et puis fait son chemin sur ce parcours-là. Un même élan, 3 réalités différentes. Léa, éclairée par les rencontres, malgré des périodes de doute, elle poursuit sur son chemin. Ibrahima et Kevin, eux, se heurtent à plusieurs obstacles. Leur volonté d'être meilleurs existe. Elle est très très forte, mais elle est conditionnée par les rencontres. Et nous n'avons pas tous accès à une multitude de rencontres. Vous allez me dire, ah Mohamed, c'est un peu une caricature ce que tu nous racontes là. Peut-être, peut-être. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Selon une étude de l'OCDE en 2018, 25% des jeunes Français issus de milieux modestes ne poursuivent pas d'études supérieures. C'est énorme. Ça représente 725 000 jeunes. Et parmi ceux qui vont poursuivre des études supérieures, 77% vont décrocher son diplôme. Autrement dit, sur 100 jeunes issus de familles modestes, 17 uniquement vont avoir un diplôme supérieur. Et nous savons très bien que l'obtention d'un diplôme supérieur reste le meilleur moyen aujourd'hui de réussir son évolution personnelle et professionnelle. Bon, je ne fais pas nécessairement l'éloge des diplômes. Nous avons bien sûr des jeunes qui sont passionnés, qui travaillent énormément et qui réussissent sans avoir un diplôme dans certains secteurs d'activité. Mais ça reste une toute petite minorité. En France, ce sont 1 300 000 jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Ils sont perdus. Et cette réalité-là, moi je l'ai connue parce que j'ai grandi à Rabat et j'ai vu très jeune ce que le manque d'accès à des rêves et futurs souhaitables créait chez mes amis et voisins de quartier. Mais vous aussi, certainement, vous la connaissez, cette réalité-là. Vos frères et sœurs, les jeunes d'aujourd'hui la connaissent encore plus. Le contexte est différent. Et malgré tous les efforts des acteurs institutionnels, le défi ne fait que grandir. Donc, il y a quelque part des effets systémiques dus à l'environnement de l'évolution de l'enfant. Il y a toujours une volonté d'être meilleur, mais qui reste conditionnée par les opportunités.
Et les opportunités, ce sont les rencontres. Et nous n'avons pas tous accès à une multitude de rencontres. Vous savez, une fois que j'ai compris cela, eh ben, je le voyais partout, je le retrouvais partout. Vous connaissez tous ces images où on peut voir différentes formes, des montagnes, des lapins, etc. Et des fois, il y a des formes qu'on n'arrive pas à identifier dès le début. Par contre, une fois qu'on les a, une fois qu'on les identifie, eh ben, elles nous sautent aux yeux à chaque fois qu'on revoit ces images-là. Eh bien, c'est pareil. Cette réalité, une fois qu'on l'a partagée aujourd'hui, eh ben, vous allez la voir tous les jours, à chaque fois que vous rencontrerez des jeunes. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Le système a besoin d'un agent externe pour impulser le changement. Et cet agent externe, c'est chacun d'entre nous. Des jeunes, nous en avons tout le temps autour de nous. Rencontrer des Ibrahima et des Kevin qui seront autant citoyens et leaders de demain peut être un peu plus délicat. Et pour cela, il faut que vous aussi, vous sortiez de votre zone de confort. Voici 3 choses que je vous propose, 3 actions très simples que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Première possibilité, quand vous rencontrez des jeunes, allez vers eux et posez-leur très simplement et sans jugement la question « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et puis racontez-leur une anecdote intrigante et rigolote sur votre métier ou votre parcours. Faites-le à chaque fois que vous en avez l'occasion. Si dans votre quotidien, vous n'avez pas accès à des jeunes, notamment des milieux populaires et ruraux, rapprochez-vous d'associations de jeunesse et participez à des ateliers et des rencontres avec les jeunes. Vous verrez, ça vous fera autant de bien à vous qu'à eux. Deuxième étape, parlez-en autour de vous, à vos conjoints, à vos collègues, à vos chefs, pour qu'ils fassent pareil. Et puis troisième étape, si comme moi, vous avez l'âme d'un entrepreneur, prenez votre bâton de parole, allez à la rencontre de chacune des parties prenantes, et puis créez des moments passionnants de partage et de découverte entre eux et les jeunes. Mesdames et messieurs, replongez-vous dans votre passé. Visualisez ce membre de la famille, ce prof ou cette rencontre complètement fortuite qui vous a murmuré et permis de dessiner votre chemin. Plein de jeunes ont besoin de personnes qui illuminent leur sentier. Alors oui, qui suis-je pour vous parler ce soir? Je suis un passeur de lumière. Et ce petit truc que je voulais vous partager, si jamais mon scooter me lâchait, le voici. Chacun d'entre nous est une rencontre qui peut changer une vie. Vous avez en vous ce pouvoir d'allumer une étincelle sur le chemin de l'avenir. Alors je vous le demande. À quel jeune demain allez-vous poser la question? Et toi, qui es-tu?